Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 10. La laïcité organisée en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-plongée. Pour ce mois de février, nous avons choisi de nous pencher sur une thématique et non des moindres, la laïcité. C'est d'ailleurs à travers elle que nous allons pouvoir également succinctement parler de l'échelon fédéral ainsi que des prochaines élections du 9 juin. Un peu d'histoire, de liberté, de politique, de bilinguisme, le tout saupoudré de financement des cultes reconnus, vous mélangez bien et vous arrivez à une laïcité à la belge. Dois-je rappeler que l'organisation de cette laïcité à la belge résulte d'un incendie de 1967, mais que la laïcité en Belgique, elle, existe depuis bien plus longtemps que ça et qu'au fil du temps, elle a évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est avec mes deux invités du jour que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Contre-plongée que nous allons justement parler de cette laïcité d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi et surtout de demain. Alors Caroline Sagesser, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes docteur en histoire et politologue au Centre de recherche et d'information sociopolitique, donc le CRISP, et vous êtes spécialiste du financement public des cultes. Face à vous et à ma gauche, Benoît van der Merchen, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes secrétaire général du Centre d'action laïque, mais également l'ancien président de la Ligue des droits humains, si je ne me trompe pas. C'était à l'époque la Ligue des droits de l'homme. Donc comme je l'énonçais en introduction, la fin des années 60 fut un moment déterminant pour la laïcité organisée en Belgique, mais cette laïcité n'a pas attendu ce moment pour éclore dans notre pays. Et si on s'en tient à la définition du trésor de la langue française, la laïcité est le principe de cette séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. Alors Caroline Sagesser, tout d'abord, face à cette définition, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Belgique est un État laïque? Eh bien, je vais emprunter une formulation à Jean-Philippe Schreiber, professeur à l'ULB, qui dit que la Belgique est un État laïque, ou presque. Parce qu'effectivement, c'est un État qui connaît une forme de séparation entre l'Église et l'État, mais c'est un État qui tout de même continue à avoir un mécanisme de reconnaissance et de financement des cultes, à organiser des cours de religion dans les écoles officielles, à célébrer sa fête nationale avec un Te Deum. Donc ce n'est pas vraiment un État laïque. Peut-être Benoît van der Merchen sur ce que Caroline Sagesser vient de dire, et en tant que secrétaire général du CAL, est-ce que vous pensez que la Belgique est en passe de devenir un État laïque? D'abord, voyons les choses simplement sur le plan politique. Au moment de la formation de ce gouvernement, nous étions quand même en pleine crise Covid, après plus d'un an sans gouvernement. Ce qui a été la dernière pierre d'achoppement dans la formation de ce gouvernement, alors qu'il existait une majorité parlementaire pour avancer sur une amélioration de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse et surtout l'abandon des sanctions pénales, un parti qui représente 12 députés sur 150 a quand même réussi à geler ce dossier éthique au nom de cette dernière partie auto-estampillé chrétien, au nom de convictions religieuses. Donc la place ici, je dirais dans le jeu politique encore de courants religieux, elle est importante. Sur le plan purement maintenant formel, juridique, de notre architecture, si on veut parler de laïcité dans l'État, rappelons-nous quand même que si tous les pouvoirs émanent de la nation, la manière dont on peut imaginer dans notre constitution actuelle faire primer la loi sur un prescrit religieux, c'est simplement par le biais d'un exemple qui est relatif au mariage et à la bénédiction nuptiale. Et arriver simplement, puisqu'il y a eu de gigantesques travaux sous la précédente législature, sous l'introduction de valeurs dans la Constitution, et tout avait tourné autour du mot laïcité, qui, je le rappelle, n'a toujours pas de traduction en néerlandais, on s'est retrouvé avec une incapacité à mettre dans un texte qui est quand même l'architecture, la base de l'architecture juridique de notre pays, le simple fait que la loi prime sur un prescrit religieux. Donc, la situation telle qu'elle est là aujourd'hui, elle demeure quand même éminemment complexe. Et alors, moi, ce qui me pose toujours question, c'est de quoi on a peur ? Parce que la laïcité, en réalité, c'est un acte de confiance de l'être humain dans l'être humain.
Caroline Sagesser? Mais je pense cependant, en écoutant Benoît, qu'il ne faudrait pas laisser croire à nos auditeurs que dans ce pays, au nom d'une loi religieuse, on peut se souscrire à l'application de la loi civile, parce que ce n'est pas le cas. Hormis des questions qui relèvent de l'objection de conscience, tout un chacun est soumis à la loi. Et l'exception à laquelle Benoît fait allusion, qui concerne l'obligation de se marier civilement avant de recevoir une bénédiction nuptiale, cette exception, en fait, elle est plutôt là pour semer le doute. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait l'enlever, parce que justement, cette formulation accrédite l'idée qu'on pourrait éventuellement se soustraire à l'application de la loi civile, ce qui n'est pas le cas, et nous ne sommes pas dans une situation en Belgique où, au sein de la société, il y a des groupes qui essayent activement de se soustraire à l'application de la loi. Au contraire, le plus souvent, ils essayent que la loi leur permette d'obéir à leurs obligations religieuses. Je prendrai l'exemple de l'abattage rituel. Si précisément les communautés juives et musulmanes ont épuisé tous les recours possibles auprès de la justice, c'est précisément parce qu'ils souhaitaient que la loi civile leur permette de continuer à suivre leurs lois religieuses. Je ne crois pas qu'il y ait dans notre pays des groupes qui activement, régulièrement, se soustraient à l'application de la loi civile. On peut peut-être définir la Belgique comme étant plus un État neutre, en tout cas peut-être souple. Disons que c'est une habitude, puisque la laïcité suppose qu'il y ait une abstention d'action des pouvoirs publics à l'égard des religions et qui ne les soutiennent pas activement. C'est la laïcité en France, la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Donc en Belgique, comme il y a un financement public des cultes, on a l'habitude de dire qu'on est neutre. Moi, je n'aime pas beaucoup ce concept de neutralité, parce que la neutralité suppose quand même également l'égalité qui lui est consubstantielle. Or, en Belgique, on est dans un système qui n'est pas du tout égalitaire, puisqu'il y a quelques appelés, les cultes reconnus, et puis beaucoup de laissés pour compte quelque part. Donc on est quand même dans un système qui est assez discriminatoire, quelque chose d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme a remarqué dans un arrêt retentissant en avril 2022. Ici, justement, dans 4 mois, tous les Belges vont élire leurs représentants à différents niveaux de pouvoir. Donc le Centre d'action laïque, je me tourne vers vous, Benoît van der Merchen, vient de sortir son mémorandum. Les 15 revendications phares pour les prochaines élections sont d'ailleurs consultables. La première de ces revendications est l'inscription de la laïcité dans la Constitution belge. Pourquoi est-ce que c'est si important pour le Centre d'action laïque ? Ça va me permettre de rebondir par rapport à la discussion précédente. Je pense que ce dont on a besoin dans notre ordre juridique, c'est de la clarté. Pas des petites phrases dont on peut déduire que, et ainsi de suite, pas des exemples à 2 balles sur une bénédiction nuptiale qui ne concerne qu'un culte et un mariage qui est quand même une institution désuète. Je vais prendre un exemple d'un lieu interconvictionnel qui s'appelle le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques. Il y a plusieurs années, on avait imaginé des matières communes dans les cours de religion. J'avais proposé, moi, que l'on mette là-dedans l'enseignement des droits de l'homme. Je me suis retrouvé avec un représentant d'un culte qui m'a dit « Monsieur van der Merchen, on n'a pas besoin de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout est déjà dans la Bible et la Torah ». J'avais été un peu surpris, mais alors il m'a bien dit il m'a pris l'exemple « Tu ne prendras pas la femme d'autrui et de l'adultère interdit ». Je lui ai bien dit que ce n'était pas dans les droits de l'homme. Ce qui était le plus choquant, c'est que lui, quand il sort ça, tous les autres représentants de culte ne réagissent pas. Toujours dans ce même conseil, il y a cela à peine 5-6 mois, lorsqu'on imagine les consignes à donner pour une réforme des cours de religion et de morale à un prochain gouvernement, ce qui est demandé, c'est de revoir le référentiel du cours de philo de citoyenneté. Le secrétaire général de l'enseignement catholique insistant sur le caractère essentiel de ce point dans ce qui allait être présenté. Moi, je interviens en disant, vous imaginez, les amis, si aujourd'hui on demande ou on donne un avis comme représentant des cours de religion de morale sur un cours général comme le cours de philo de citoyenneté, on le fait demain avec le cours d'histoire et après-demain avec le cours de biologie. Ce à quoi la représentante de l'Église catholique a dit, mais oui, c'est un point essentiel de l'accord et aucun autre culte n'a réagi. Donc je pense que, imaginez qu'il n'y a pas de volonté institutionnelle de pouvoir à un moment donné faire primer une conception particulière de la vie sur l'intérêt général et ce qui intéresse tout le monde, je pense que là on se trompe. Et donc oui, effectivement, clarifier les choses aujourd'hui, je vous ai donné 2 exemples, je pourrais en donner 10 autres. C'est malheureusement nécessaire et important. Caroline Sagesser, vous êtes pour le fait d'inscrire la laïcité dans la Constitution, comme le demande le Centre d'action laïque ? Je vais vous dire que je ne suis pas contre.
Mais je pense que ce n'est pas la priorité, qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et en l'occurrence, je crois qu'il faut modifier les articles de notre Constitution qui régissent les rapports entre l'État et les cultes et qu'on n'a pas modifié, à l'exception en 1993 d'un élargissement de l'article qui a permis le financement des organisations philosophiques non confessionnelles et donc de la laïcité. Mais à part ça, on a des dispositions qui remontent à 1831 et qui sont inspirées du régime napoléonien. Alors nous remettons la Constitution sur le métier à chaque législature. Je crois qu'il est temps de moderniser ces dispositions, de décréter effectivement une séparation plus claire entre l'Église et l'État, parce qu'actuellement la formulation est alambiquée, comme le disait Benoît, elle émancipe l'Église du contrôle de l'État, mais ce n'est pas ça qui nous donne fermement une séparation. Il faut repenser les modalités de notre régime des cultes, du financement, il faut revoir aussi l'article 24 qui concerne l'enseignement, donc il faut faire tout cela. Et quand on a fait tout cela, quand on a clarifié les choses pour aller vers un système qui soit beaucoup plus transparent et beaucoup plus égalitaire aussi, on peut réfléchir effectivement à inscrire un principe de laïcité, même si là, je crois qu'on se heurte à deux écueils. Le premier, effectivement, Benoît l'a évoqué, il est un peu linguistique, parce que laïcité, c'est très clair en français, ça l'est beaucoup moins en néerlandais. J'ai vu apparaître le terme laïcité récemment, mais ce n'est pas encore vraiment très concret ni très répandu. Généralement, on parle plutôt de scheiding tussen kerk en staat, ce qui est une composante de la laïcité, donc on a un petit problème à ce niveau-là. Et puis je crois qu'on a un autre problème qui est plus sérieux. Dans notre Belgique fédérale, on voit au nord du pays, du côté flamand, une volonté de réserver tout ce qui relève du niveau des valeurs à la Flandre, aux entités fédérées. Les Flamands s'interrogent beaucoup sur leur histoire, sur leurs valeurs. On se rappelle du canon flamand. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une volonté politique pour définir ensemble des valeurs qui s'appliqueraient à l'État belge. Et ça me semble être un écueil particulièrement sérieux dans ce dossier. Est-ce que si, par exemple, on en vient à régionaliser ou communautariser, dans le cas de la Flandre, la laïcité, est-ce que ça serait une bonne chose ? Je pense que s'il doit y avoir une modification constitutionnelle, ça se fera, mais pas en visant spécialement les cultes et les laïcités, mais parce que la compétence à laquelle on est rattaché, la justice, elle est dans le collimateur de nos amis politiques au nord du pays. Et donc là, ça risque d'être une monnaie d'échange, mais bon, ça Caroline pourrait en parler bien mieux que moi, je ne suis pas là pour faire des prévisions. Pour moi, dans ce qui concerne ces rapports aux cultes et aux associations philosophiques non confessionnelles, ce doit rester un choix politique. Si ce choix est fait à un moment donné de financer d'une façon ou d'une autre, il faut alors que ce soit transparent et puis il faut que ce soit aussi représentatif d'une société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, effectivement, en 2024. Maintenant, je vous dirais que moi, que ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement la clarification d'ordre plus principiel. On est quand même dans une société où il y a à certains moments une violence qui s'exprime, qui n'est pas rassurante. On a organisé un débat sur la lutte contre les extrêmes à Liège au mois de décembre. Entendre la ministre de l'Éducation nous dire qu'au moment du vote d'un accord de coopération sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est la première fois qu'elle doit entrer escortée par des policiers dans un parlement, ce n'est pas rassurant. C'est pas le Capitole, c'est pas le Brésil, mais c'était quand même à quelques 5-6 mètres du Parlement, des députés qui se font traiter de vendus par une foule vachement remontée, ce à quoi on a pu assister aussi en termes de violence dans certaines communes bruxelloises, auprès de conseils communaux, c'est pas rassurant, avec des conséquences pour nous aussi. Si je reviens sur l'Evras, la manifestation qui a eu lieu avec, il faut bien le dire, des intégristes religieux de tous bords au Mont des Arts, le Centre d'action laïque a été nommément cité comme véhiculant une culture de mort, ce qui m'a valu de la part de services de police et de renseignement un petit message comme quoi on ferait bien les jours qui viennent de faire des rondes supplémentaires autour de notre bâtiment. Et il y a quand même 6 écoles où il y a eu une tentative de début d'incendie. Dans ce climat-là, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique, mais il faut clarifier les choses et bien se dire que ce que en tout cas, nous, on prône toujours ici au CAL, c'est l'autonomie des personnes, la capacité de poser des choix. Et aujourd'hui, le débat, à mon avis, il est surtout pas entre laïcards et intégristes religieux, mais entre progressistes et conservateurs, entre personnes qui s'autorisent à penser aujourd'hui et demain par eux-mêmes, et d'autres qui voudraient plutôt un monde figé, voire des retours en arrière. Et là, c'est quelque chose qui doit, à minima, nous inquiéter. Oui.
Justement, Benoît van der Merchen, en préparant cette émission, donc c'est un peu le flou artistique qui règne autour de la définition de ce que c'est être laïque aujourd'hui. Un des derniers gros coups justement du Centre d'action laïque, ça a été la distribution du journal Vraiment, donc un faux journal contre l'extrême droite. Vous en avez parlé, il y a un renforcement vraiment des extrémismes et donc de la peur lorsqu'on est laïque. Mais justement, c'est quoi être laïque aujourd'hui ? Est-ce que c'est s'engager ? Être laïque aujourd'hui, c'est politique ? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'une vie sans idéal est une vie vide et qu'une vie sans engagement l'est tout autant. Dans la société où on est, du zapping, de l'immédiateté, des guerres de tranchées, tout qui peut amener un tant soit peu de nuances et revenir sur l'idée que le monde il est complexe, mais qu'on peut agir dessus, c'est vraiment nécessaire. Si on a sorti ce faux journal, l'opération un peu coup de poing, opération un peu dérangeante avec l'idée d'interpeller les uns et les autres, il n'y a pas de raison que la Fédération Wallonie-Bruxelles reste à tout jamais isolée de ce qui se déroule autour de nous. Ça se rapproche, que ce soit l'Italie, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit l'Allemagne. L'Allemagne qui est plutôt rassurante sur les réactions citoyennes qu'il peut y avoir en termes de manifestations ou autres. Mais après, nous, si on pourra toujours gloser en termes de liberté des uns et des autres et de solidarité, si on se retrouve avec des gouvernements de type autoritaire ou facho, là on entrera dans une autre dimension qui est celle de la résistance, mais à quel prix ? Et alors Caroline Sagesser, peut-être de votre place d'experte, en tout cas sur le financement des cultes, mais aussi de la laïcité, justement, pour vous, c'est quoi être laïque aujourd'hui ? Ça, je crois que nous allons avoir besoin d'une autre émission pour le définir. Je pense avant tout que la laïcité, c'est un bien commun à tous, que l'on soit croyant, agnostique ou athée. Donc c'est vrai que je vais peut-être être obligé ici de rappeler ce qui est un peu un de mes chevaux de bataille favoris, à savoir que pour redonner à cette laïcité politique cette position de bien commun, eh bien, les laïcs philosophiquement engagés feraient peut-être bien de changer de nom et d'être dorénavant effectivement des humanistes agnostiques ou athées. Comme c'est le cas en Flandre, voilà, en fait. En Flandre, c'est beaucoup plus clair parce que Vrijzinnigheid, ça ramène plutôt à la libre pensée, au libéralisme philosophique. Donc là, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Maintenant, je m'en voudrais de ne pas rebondir sur ce que Benoît vient de dire à propos des dangers et des périls de l'extrémisme et particulièrement de l'extrême droite, puisque aujourd'hui vous nous interrogez à propos du niveau fédéral. Tous les sondages indiquent que nous allons avoir dans ce pays comme première formation politique au Parlement fédéral le Vlaams Belang, un parti d'extrême droite, et qui sera premier de plusieurs sièges. Et ça, je crois quand même que c'est un grand motif de honte collective, et ce n'est pas parce que nous sommes francophones et que l'espace francophone semble jusqu'à présent relativement, je dis relativement en insistant sur ce mot, préservé de ce fléau, que nous ne devons pas nous mobiliser et soutenir nos amis démocrates néerlandophones qui luttent contre le Vlaams Belang. C'est un des enjeux de la campagne qui s'ouvre aujourd'hui. Bah, du coup, on a parlé déjà de cette opération coup de poing de la distribution du journal Vraiment, mais quels sont finalement les outils qu'a le CAL pour lutter contre l'extrême droite aujourd'hui ? Benoît van der Merchen. Alors qu'il faut être dans la cité, il faut aller à la rencontre, il faut prendre le temps de la discussion, il faut interpeller les gens. On a un réseau gigantesque d'associations. On a, par rapport à d'autres acteurs en éducation permanente, la chance d'avoir des lieux même physiques pour organiser des réunions, d'avoir du personnel. Il faut prendre le temps, il faut expliquer, il faut décrypter. C'était un peu tout l'objectif de ce faux journal, c'est de se dire on peut avoir un mouvement de colère et voter pour un extrême, mais ça signifie quoi concrètement si ça s'applique ? Et donc, il faut surtout partir de l'idée que personne n'est idiot, et que c'est pas parce qu'on vote pour un extrême que forcément il faut le déclasser ad vitam aeternam. Il faut toujours faire le pari de l'intelligence humaine, individuelle, et puis après de l'intelligence collective. C'est un aspect éminemment frustrant, parce que quand on est, pas beaucoup d'agriculteurs, mais quand on est là et qu'on sème, on ne sait jamais exactement ce qui va germer et à quel rythme. Malgré tout, je pense qu'il faut le faire, et par rapport à tout ce qui est discours d'extrême droite, il faut être au taquet et réagir. Et malheureusement aussi, ce qui nous arrive de plus en plus régulièrement, il faut aussi quitter l'arène simplement citoyenne et politique pour pouvoir aussi intervenir sur le plan juridictionnel. Ça me paraît malheureusement nécessaire,
parce que souvent dans les dossiers, à cause de l'inaction du politique, c'est un temps indifférent, on a des arènes de discussion qui changent, qui ne sont plus parlementaires, mais qui se retrouvent judiciaires. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais en attendant, faut être présent partout. Mais donc, Caroline Sagesser en a parlé, donc aider nos amis démocrates néerlandophones du nord du pays. Comment réaliser une main tendue vers, en tout cas, de Mens-Nu? Comment est-ce que ça serait possible de faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui pour les aider? Alors d'abord, il ne faut certainement pas arriver en position condescendante en leur disant voilà comment il faut faire. Je l'ai vécu depuis des années dans le secteur associatif. Quand on vient comme France Quillon, donneur de leçons, ça ne le fait pas. Donc il faut aussi comprendre leur réalité. Ce qu'on a fait avec ce faux journal est à leur entière disposition. On leur dit les gars, vous traduisez, vous le faites, il n'y a aucun souci, vous l'utilisez. Sur énormément de dossiers qui nous intéressent, on a parlé de la réforme du financement, on pourrait parler de dossiers éthiques. Notre lobby est concerté, parce qu'on se rend bien compte qu'au niveau fédéral, il n'y a rien de moyen de faire juste du côté francophone. Et oui, les liens restent là. Maintenant, les sensibilités peuvent être aussi parfois différentes, et les priorités aussi. Mais bon, ça, c'est la réalité belge. Oui. Mais donc, vous en avez touché un mot, on en a déjà rapidement parlé tout à l'heure, par rapport au financement des cultes en tant que tel. Donc, le gouvernement fédéral finance les cultes reconnus en Belgique, et depuis 2002, en tant que conception philosophique non confessionnelle, donc c'est ce même gouvernement fédéral qui finance le Centre d'action laïque et son pendant néerlandophone, on vient d'en parler, de Mens-Nu. Caroline Sagesser, le système de financement des cultes est-il égalitaire? On sait que non, vous en avez déjà parlé. Et est-ce que son application actuelle pourrait être revue par le gouvernement fédéral à l'avenir? Donc voilà, comment améliorer ce système finalement? Je crois qu'il faut impérativement le changer. Pour deux raisons essentiellement. Allez, on va même dire trois. La première, effectivement, on l'a déjà évoqué, parce que le système est inégalitaire et parce qu'il n'y a de critères ni pour être reconnu, ni pour répartir le financement. Donc il y a un flou juridique total et c'est absolument intenable. Deuxième raison, c'est plus institutionnel. Il y a une articulation des compétences entre le fédéral et les régions qui n'est pas bien pensée et qui est compliquée dans son application. Et puis, je dirais encore une troisième raison, ça remonte aux origines de l'État belge. Il y a une proximité trop grande entre les pouvoirs publics et les organisations convictionnelles, à travers notamment le paiement direct des salaires des ministres des cultes, à travers le fait que les fabriques d'églises et établissements assimilés sont des établissements publics, au même titre que les CPS peut-être. Ça fait très ancien régime, et ça a aussi toute une série de conséquences pratiques. On a beaucoup reparlé du dossier des abus sexuels commis par des membres du clergé, et on a par exemple le gouvernement fédéral qui essaye de faire pression sur le Vatican pour que l'évêque Vangelu soit réduit à l'état laïque, et effectivement, quand le scandale a éclaté il y a 10-15 ans, eh bien, on s'est rendu compte que les pouvoirs publics ne pouvaient pas renvoyer cet évêque, puisqu'effectivement, ça ne dépend pas du ministère de la Justice qui paye le traitement, de choisir qui ou non reçoit ce traitement. Donc je crois qu'il y a là une façon de mettre en œuvre un principe de séparation. Après, on peut réfléchir quant au choix politique qui consiste à subventionner ou non des organisations convictionnelles, parce qu'on considère qu'elles apportent une plus-value à la société, ça c'est évident. Mais au niveau des modalités, en tout cas, on ne peut que constater que notre système a fait son temps et qu'il est usé jusqu'à la corde. Benoît van der Merchen. Oui, on a quand même ici, sous cette législature, 2 ministres de la Justice et un Premier ministre qui ont dit qu'il fallait revoir le système. C'est quand même symboliquement assez important. Et après, la façon dont les cartes seront rebattues, c'est plein d'inconnus. Parce que j'imagine mal, si on est au Parlement et que la question revient sur la table, l'égalité homme-femme aussi, ça personne n'en parle, mais que de l'argent public subsidie des structures qui à ce point snob ce concept d'égalité homme-femme qui me paraît quand même absolument essentiel. Moi, ici, de notre côté, on est tranquille. Mais voilà, ça va évidemment poser problème, et à juste titre, et ça incitera sans doute à revoir la copie. Maintenant, pour nous, c'est vrai que du côté du Centre d'action laïque, c'est questionnant. Je vais prendre juste un exemple. On a, après les attentats de Bruxelles, créé ce qu'on appelle le Conseil du dialogue, sous la présidence du Premier ministre, avec le ministre de la Justice, et un rassemblement avec tous les cultes pour discuter de questions de société. Et il y a de cela bientôt 2 ans, puisque c'était juste après l'invasion de l'Ukraine par l'Union soviétique, la Russie de Poutine, pardon, voilà comme quoi. Bon, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, je reste là-dedans.
Je suis un homme du passé avec une barbe blanche. Mais donc on a le ministre de la Justice qui interpelle chacun sur comment ils ont réagi par rapport à ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'Ukraine, en laissant parler d'abord les orthodoxes. Et Véronique de Keyser, seule femme présente, intervient en rappelant notre position publique qu'on a prise par rapport aux femmes victimes de violences sexuelles, puisque la majorité des gens partaient vers la Pologne, où une IVG est quasiment impossible. Et donc on avait demandé l'ouverture de corridors humanitaires vers la Belgique, de façon à ce que ces femmes puissent, si elles le souhaitaient, bénéficier d'une IVG. Et puis on tourne, et on arrive chez le dernier invité, Carlo Leix, qui est invité, même s'ils ne sont pas reconnus, les bouddhistes, et qui dit écoutez, monsieur le ministre, vous savez, nous, il n'y a pas beaucoup de bouddhistes en Ukraine, donc on n'a pas grand-chose à faire. Et à ce moment-là, je prends conscience que tout qui a parlé n'a parlé de que ce qu'il faisait pour sa communauté. Et une seule personne a parlé pour tout le monde, c'est la seule femme qui était autour de la table, c'était Véronique de Keyser pour la laïcité. Nous, ce que l'on fait en termes d'assistance morale, c'est pas destiné à l'une ou l'autre personne en particulier, c'est pour tout le monde. C'est pas leur cas. Donc on va tout doucement se diriger vers la fin de cette émission. Peut-être un mot pour l'avenir et les élections, enfin en tout cas les résultats des élections qui vont suivre. Caroline Sagesser, vous avez parlé justement de cette peur de la montée de cette vague brune, mais quel serait le chemin propice vers plus des jours meilleurs à l'avenir en tant que chercheuse par rapport à la laïcité ? Je pense qu'on a déjà beaucoup débattu, donc ici on a parlé de la façon dont il fallait rénover notre système, inscrire ou non la laïcité dans la Constitution, donc c'est vrai qu'on peut avoir un rêve qui serait d'avoir une nouvelle Belgique, qui serait de mettre à profit cette 7e réforme de l'État qui, à mon avis, s'annonce, même si certains ne veulent pas la voir venir, pour non seulement, encore une fois, réfléchir à des répartitions de compétences entre entités fédérées et autorités fédérales, mais à réfléchir effectivement à des valeurs, à ce qu'on veut faire en commun, un peu élever le débat, repenser à nos modes de gouvernance. J'aimerais bien aussi que la prochaine législature soit davantage marquée par un plus grand respect d'une forme d'éthique en politique. Il faut rappeler que cette législature a aussi été marquée par toute une série de scandales liés au financement de la vie politique, aux rémunérations, aux pensions, etc. Et ça fait partie aussi de la lutte contre les extrêmes, je crois, c'est de s'imposer, quand on est politicien, politicienne, un respect extrêmement strict de la déontologie. Donc oui, j'aimerais bien que quelque part un vent de renouveau puisse souffler sur notre monde politique et qu'on prenne un peu de hauteur par rapport au débat. Benoît van der Merchen, peut-être la même question. Je vais plus soyer, effectivement. On défend toujours ici la nécessité de l'investissement politique, de l'investissement dans la cité. C'est clair que si on regarde l'année dernière, entre les valises du Parlement européen, les tunnels du Parlement wallon et les pensions du Parlement fédéral, c'est compliqué de défendre la politique. Pourtant, il faut le faire. Et moi, je pense qu'il faut réenchanter la politique et effectivement essayer de réhabiliter le débat d'idées sans concession, mais toujours dans le respect des personnes. Et ça, c'est la complexité du monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, il faut éviter, pour les politiques, de céder à cette tentation-là, des querelles à deux balles, d'une façon ou d'une autre. Et après, plus sur un plan institutionnel, moi ce que j'espère, c'est que ce qui sera mis en place le soit sur base d'un projet, d'une volonté d'avancer, et pas comme la conséquence d'une régionalisation de tel ou tel machin, Parce que là, effectivement, ça va être ric-rac. Donc, on sera vigilant en tout cas. Et notre volonté dans les mois à venir est, sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de mettre en débat justement les priorités qu'on a pu épingler dans notre mémorandum et d'interpeller le politique en essayant de voir aussi au-delà des idées qui peuvent être différentes dans une démocratie, où est-ce qu'il y a moyen d'avoir aussi des points de convergence et de faire avancer l'un ou l'autre dossier. Donc ça sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venus sur le plateau de Contre-Plongée. Je remercie également à tous nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusque-là et veuillez nous retrouver dans un prochain épisode de Contre-Plongée et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.